Cet épisode, si simplement vous l'écoutez, sachez que vous pouvez le regarder intégralement sur YouTube. Faut bien mourir de quelque chose. Ça sert à rien de vivre si je peux pas boire, manger comme j'en ai envie. Ça, ce sont les mots de mon père. Et ils résonnent probablement en vous, j'imagine. Qui n'a jamais pensé, à comment se priver aujourd'hui pour un hypothétique bénéfice dans 30 ans? Ou encore, je préfère franchement avoir une vie courte et pleine qu'une existence qui est longue et fade. Avouons-le, la vie, elle est suffisamment dure comme ça. Alors, qui a envie de passer son samedi soir à boire du thé vert en grignotant des graines de chia pendant que les autres s'éclatent avec des pizzas et des cocktails? Qui se réjouit à l'idée de courir sous la pluie quand il y a Netflix qui nous tend les bras? Ça devient presque une obsession, cette histoire de santé, vous trouvez pas? Et franchement, qui rêve de passer une semaine dans une clinique de longévité? Bon, il y a moi, et j'ai eu la chance d'être invité justement dans un lieu d'exception pour expérimenter le professionnalisme, mais aussi les avancées dans le domaine. Et en fait, alors que je racontais vraiment cette chance avec gourmandise à une amie, elle m'a répondu ça serait mon pire cauchemar. Et d'une certaine manière, je la comprends, mais de mon côté, moi, j'ai perdu mon père à 64 ans d'un arrêt cardiaque. C'était beaucoup trop tôt. Et en fait, ça me fait me dire, c'est que on vit de plus en plus longtemps et on devrait sans doute se demander dans quel état on va traverser les décennies à venir. Est-ce que vous avez envie de passer les 30 ans qui arrivent avec un corps qui vous lâche et un esprit qui s'embrume? Ou est-ce que vous préférez être ce senior qui part encore en road trip à 85 ans? Alors bien sûr, on a tous en tête ce mythe que non mais ça va bien se passer, je peux avoir les deux. Malheureusement, il faut accepter qu'on se ment en se disant ça. Et dans le contexte où il y aura pas assez de jeunes pour accompagner, à cause de la chute démographique en particulier, je pense que ça vaut le coup de se poser ces questions. Alors moi, je suis pas médecin, je suis encore moins donneur de leçons. D'ailleurs, comme vous, sans doute, je déteste qu'on me dise quoi faire. Et en réalité, dans mon caractère, plus on insiste, plus je résiste, donc c'est pas une bonne solution. Mais malgré tout, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Quand je comprends pourquoi, mais vraiment profondément, certaines habitudes sont bonnes pour moi, du coup, ça devient plus des contraintes, ça devient des alliés. Et je change mon rapport à mon corps. En fait, simplement, je le prends en considération comme une sorte de heu, organisme et pas comme une machine, en l'occurrence, qu'on pourrait réparer. Donc je le prends comme un organisme dont je dois prendre soin parce que, simplement, ce corps, c'est moi. Je ne suis pas simplement ma tête. Et donc cet épisode n'est pas un sermon sur ce que vous devriez faire, c'est une invitation à découvrir des possibilités que vous ignorez peut-être. C'est un mix des choses que j'ai apprises, de tous les épisodes sur la santé que j'ai pu, faire, mais aussi des conversations que j'ai pu avoir avec ma copine nutritionniste qui est Cathy, ou une copine Maud qui s'intéresse beaucoup à la longévité. Donc je vais vous partager des petits hacks, des astuces surprenantes. Par exemple, est-ce que vous saviez que votre langue peut causer des tendinites d'épaule? Ce qui est mon cas. Ou que l'endométriose pouvait prendre naissance dans la bouche? Ça, c'est un autre épisode. Et je vais vous donner peut-être des perspectives qui pourraient transformer votre vision du vieillissement. En tout cas, je vais essayer. Parce qu'au fond, la vraie question, c'est pas tant est-ce que vous voulez vivre longtemps, mais plutôt comment est-ce que vous voulez vivre dans votre corps pour les 20, 30, 50 prochaines années. Alors si ça vous dit, je vous embarque avec moi dans cette exploration, sans pression, sans culpabilité, juste avec la curiosité et peut-être un peu de fun. Je vais essayer. Euh, Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut aussi parler de l'éléphant dans la pièce. La longévité, c'est un sujet à haute intensité sociale parce qu'il faut du temps, de l'argent, des connaissances pour s'y intéresser. En fait, c'est totalement injuste parce que ceux qui ont les moyens ont généralement aussi les métiers les moins pénibles physiquement. Et j'ai complètement conscience qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis ultra privilégié pour pouvoir me poser ces questions. Voilà, donc j'en suis conscient. Mais vous allez voir qu'en fait, en même temps, beaucoup de ces principes sont accessibles à tous, à toutes, sans passer par des cliniques hors de prix, évidemment. En tout cas, pas pour le moment. Alors, je vais vous parler de différentes choses, mais d'abord, je voudrais vous parler de votre âge, qui est une sorte de mensonge total. On dit souvent, l'âge, c'est qu'un chiffre. Et en fait, de manière assez intéressante, c'est plutôt une vérité scientifique qu'une phrase bateau. Parce que, en réalité, on n'a pas un âge, on en a 4, voire 5. D'abord, le premier, c'est l'âge de votre carte d'identité, celui qui vous déprime à chaque anniversaire. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là, on le connaît tous, c'est notre indicateur principal. Passons.
Le deuxième âge, c'est l'âge de votre corps, ce qu'on appelle l'âge physiologique. Et le truc de fou, c'est qu'il peut être très différent de votre âge officiel. En fait, il dépend entièrement de vos habitudes de vie. Il peut être égal, supérieur, inférieur à votre âge réel. On peut le mesurer de plusieurs manières. Souvent, dans des clubs de sport, il y a des balances qui le calculent de manière approximative, mais ça vous donne une estimation statistique. Moi, à ma dernière mesure, j'avais un âge physiologique de 33 ans. Donc, je vous dirai pas là tout de suite mon âge réel, mais en tout cas, c'est plus que ça. Laissez-moi cette petite victoire. Et dans la clinique dans laquelle je suis allé, j'ai été invité, ils m'ont fait une prise de sang. Et donc, ils vont calculer mon âge physiologique à travers mon épigénétique pour comprendre précisément quel âge a mon système. Donc, j'attends le résultat. Je devrais l'avoir dans pas très longtemps. Et en fait, c'est un indicateur précieux car on peut l'améliorer par des bonnes pratiques. En particulier celle que je vais vous décrire juste maintenant dans cet épisode. Le vieillissement, il s'accélère, bon, à partir du moment où on est, mais après 25 ans. C'est là que nos mauvaises habitudes commencent à vraiment laisser des traces de plus en plus profondes. Et typiquement, on parle beaucoup des cancers, mais les cancers, ils se développent souvent des années avant de crier « Hey, hey, surprise !» quand on s'y attend le moins. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de vue que tout ça, ça se travaille en fait. Le troisième âge, c'est l'âge que vous ressentez. Si vous êtes comme la majorité des humains, moi y compris, vous vous percevez environ 20% plus jeune que votre âge réel. Ce phénomène, il débute à l'âge de 25 ans, mais en fait, il s'accentue vraiment à l'âge de 40 ans. Et c'est scientifiquement prouvé. À 50 ans, donc, vous vous sentez plutôt en avoir 40, voire parfois 35, parce que notre cerveau, il est un peu flatteur. Et il n'y a pas de souci parce que, en réalité, vous l'avez compris, peut-être que vous avez vraiment, enfin, votre corps, il a vraiment 35 ans, ou 50, ou 55. 4, il y a l'âge de votre cerveau. Et là, parfois, c'est la douche froide. On a toujours l'impression d'avoir 20 ans, mais la réalité, elle peut être brutale. Au sein de cette clinique, j'ai fait un test sur mon équilibre et je m'en suis plutôt bien sorti. Et c'est important parce qu'il faut noter que une grande partie des décès de personnes âgées, il est dû à des chutes, d'où l'importance, et pour les hommes et pour les femmes, de soulever des poids, de muscler ses jambes, de travailler sa flexibilité. Mais moi, de mon côté, c'est le test de vision qui m'a fait l'effet d'une gifle parce que j'ai toujours eu des excellents yeux et j'ai découvert que ma vision périphérique, donc tout ce qui est autour, était médiocre. J'ai une réactivité hyper forte pour ce qui est en face de moi, mais ce qui se passe autour, en fait, en réalité, j'ai du mal à le percevoir. Mais heureusement, là aussi, ça se travaille avec une application, tout simplement. En fait, la plasticité du cerveau, c'est pas un mythe, même si évidemment c'est un raccourci de vulgarisation. Et on pourrait donc, je vous disais tout à l'heure, parler peut-être d'un cinquième âge, celui de notre apparence, qui est tellement importante de nos jours. Moi, on me dit souvent, ah là là, tu fais pas du tout son âge. Mais c'est partiellement lié à la génétique et aussi, bien sûr, à tout ce que je vais vous raconter dans cet épisode. Mais bon, soyons clairs, l'apparence, c'est moins important que votre âge physiologique. Mais vous l'aurez compris, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'âge physiologique, qui est le truc le plus important, c'est modifiable. Et en fait, c'est tellement modifiable que les médecins travaillent déjà à faire de la mort une maladie. Mais bon, on va pas juste s'attendre à ce que la science nous sauve. Aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre pourquoi on vieillit. Et demain, donc, grâce à l'épigénétique, quand je dis demain, c'est dans 10-15 ans, c'est pas demain, on pourra cibler les cellules sénescentes, c'est-à-dire vieillissantes, pour les remplacer. Et aujourd'hui, on peut déjà, alors éthique mise à part, alors éthique avec un écrit en majuscule, on peut s'intégrer du sang jeune. Alors les questions c'est de qui vient ce sang jeune, sous quelles conditions, qui sont des questions qui sont très largement sous-traitées, mais on observe déjà, quand on s'intègre du sang jeune, des effets de rajeunissement. Alors moi perso, le processus me dégoûte, mais voilà. Je reviendrai un peu plus tard sur la recherche, mais en réalité c'est déjà des choses, il y a plein de choses sur lesquelles on a déjà la main à notre niveau pour limiter les inflammations dans notre corps. Bon, on le sait, limiter le sucre, le gluten, pratiquer par exemple une légère restriction calorique, s'arrêter par exemple à 70% de satiété comme dans les zones bleues où vivent les centenaires. Et d'ailleurs, j'ai réalisé que dans cette clinique où moi je mange sainement, mais en fait, je mange des portions qui sont trop importantes, alors que je passe la principale partie de mes journées assis. Donc je sais ce qu'il me reste à faire, mais j'avoue que c'est pas ma zone d'excellence. Donc voilà. Alors, sur la longévité, on observe un double mouvement. Il y a évidemment une approche très high-tech à base, par exemple, d'intelligence artificielle. Et j'ai moi-même investi dans une startup d'une amie qui permet de déceler des cancers du sein via l'intelligence artificielle 2 ans, avant une biopsie. Et puis, il y a une approche qui est beaucoup plus simple, naturelle, de manger peu d'aliments transformés, de maintenir une activité physique quotidienne
comme par exemple jardiner, de préserver une vie sociale, parce que c'est essentiel à la longévité, et de respecter son sommeil. Bien sûr, pour limiter aussi son stress, parce que le stress, c'est le premier facteur de vieillissement cellulaire. Donc, à force d'accumulation de connaissances et d'expériences, je crois qu'en fait, la deuxième partie, donc très naturelle, représente 80% du travail. Même si c'est de plus en plus dur de bien manger, les analyses permettent surtout de regarder ces angles morts, je pense. Alors, premier point que je voudrais aborder, ou le deuxième après l'âge, c'est l'alimentation. Donc non, je ne vais pas vous parler de régime, parce que ces trucs vous font perdre 3 kilos d'eau, vous rendre misérable, puis vous font reprendre encore 5 kilos, mais alors là, de vraie graisse, donc non merci. On sait tous que les régimes, ça mène généralement à l'effet qu'on appelle yo-yo. Ça permet de perdre du poids rapidement, donc majoritairement de l'eau. Et puis, une fois qu'on a atteint le résultat, on relâche la tension et on reprend plus que ce qu'on avait perdu initialement. Donc ça n'a aucun intérêt. Et puis, il est certainement pas ici question de faire l'apologie des corps maigres, parce que c'est une tendance qui est en train de revenir de manière importante et c'est beaucoup trop dangereux pour le prendre à la légère. Donc, chacun son corps, sa morphologie, mais ça m'empêche pas d'intégrer quelques principes simples. Alors d'abord, il y a un truc qu'il faut que vous ayez bien conscience, c'est que 80% des produits en supermarché sont ultra transformés. C'est pas de la nourriture, en gros, c'est de la chimie comestible. Et en fait, à calories égales, votre corps réagit très différemment d'un gâteau industriel à un gâteau fait à la maison. Donc, il faut toujours privilégier les aliments les moins transformés possibles. Donc, le miel plutôt que le sucre, ou encore mieux, par exemple, les dattes. Quitte à reproduire tout ça à la maison. Encore une fois, vous pouvez cuisiner. Et moi, par exemple, il y a des choses que je ne cuisine pas, typiquement la pâte à tarte. J'ai pas passé le cap, mais ça va venir. Le deuxième truc qui m'a choqué, c'est les sushis. Parce que moi, quand je mangeais des sushis, je pensais manger de manière saine. Et en fait, grosse désillusion, parce que le riz blanc, c'est un indice glycémique qui est stratosphérique et ça a zéro nutriment. Et en plus, ils ajoutent du sucre dans le riz quand ils font des sushis. J'étais dévasté en l'apprenant. Donc, adieu le fantasme du repas santé. Il vaut mieux privilégier les riz noirs ou sauvages, ou même le quinoa, le sarrasin, le boulgour, c'est beaucoup mieux. Il y a le sucre aussi qui est un problème. On en trouve partout dans les produits de supermarché, les sushis donc, mais aussi au restaurant parce qu'on ne sait pas exactement comment ils préparent. Et le sucre, faut vraiment éviter après 16 heures. Il y a le sucre aussi caché sur les boissons, en particulier les jus sans fibres, ou encore pire les sodas. Et pour moi qui ai une dent sucrée, alors je bois pas de jus, mais c'est vrai qu'il y a plein de progrès que je peux faire. Alors on peut toujours manger des fruits, sans trop d'excès bien sûr. Le quatrième point, c'est l'alcool. Il n'y a aucune dose d'alcool qui est bénéfique pour la santé, parce que le foie traite l'alcool comme un poison. Et donc, il met tout en pause pour s'en débarrasser. Et donc, le résultat, c'est que si vous mangez en même temps, ben, vous allez stocker de la graisse. Euh, et moi, en l'occurrence, je continue de boire de manière occasionnelle, plutôt du vin rouge parce que c'est moins sucré, idéalement naturel et sans sulfite. Mais en fait, idéalement, il faudrait manger genre 2 heures avant de boire de l'alcool. Bon, qui fait ça? Personne, pas moi en tout cas. Mais j'avoue qu'aussi dans mes cercles, l'alcool, c'est plus vraiment cool. Et aujourd'hui, moi, de mon côté, en tout cas, je fais mon propre kombucha à la maison. Je trouve ça génial, c'est hyper drôle. Et d'ailleurs, dans la clinique, j'ai rencontré un chef qui est passionné de fermentation et qui m'a donné une recette de kombucha au concombre qui est incroyable et que je vais essayer cette semaine. Je vous dirai si c'est bien. Le cinquième point, c'est la faim émotionnelle versus la vraie faim. Je sais pas pour vous, moi, parfois, comme ça, j'ai faim et je sais pas pourquoi. Et si vous avez envie d'un truc précis, un gâteau, un chocolat, je sais pas, ça veut dire que c'est pas votre estomac, c'est votre tête. Si n'importe quoi peut faire l'affaire, alors c'est votre estomac. Les protéines, évidemment, c'est non négociable. Moi, je mange de la viande, surtout de la viande blanche, mais de la viande malgré tout. Mais idéalement, le soir, faudrait privilégier des protéines végétales, des lentilles, du soja, peu importe. Et j'avoue que je suis pas non plus là très bon dans le domaine. Le septième point, c'est si vous savez pas comment construire une assiette de manière saine ou que vous vous posez des questions sur la quantité de nourriture, vous pouvez chercher sur Google l'assiette de Harvard et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. C'est hyper simple, c'est basique, mais ça fonctionne. Le huitième point, c'est les méthodes de cuisson. Alors, idéalement, il faudrait cuire à la vapeur, mais bon, qui fait de la viande à la vapeur? En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Et utiliser de l'huile plutôt que du beurre, évidemment, avec un point de fumée élevé. Donc, par exemple, si vous utilisez une huile d'olive, plutôt éviter l'huile extra vierge pour la cuisson. En fait, la règle, c'est basique. Si l'huile fume, bah, c'est pas bon.
Donc sinon, après, vous pouvez évidemment utiliser l'huile de lin dans les salades, c'est génial. 9e point, le jeûne intermittent que moi je pratique, mais qui est pas forcément génial pour tout le monde. Alors ça permet pas de perdre du poids, mais ça permet à notre corps de récupérer, parce que manger fatigue, et ça permet l'autophagie, c'est-à-dire le nettoyage cellulaire. C'est pas nécessairement une solution pour tout le monde. Les femmes, par exemple, doivent faire attention en fonction de leur cycle. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. 10, les anti-inflammatoires naturels. Alors, les tisanes et les épices, comme le curcuma, vous le savez. Mais le curcuma, ça ne s'active qu'avec un peu de poivre. Et idéalement, il faut le mettre dans un corps gras. Sinon, le corps ne l'intègre pas. Donc, de l'huile, idéalement. Et ça permet d'accentuer les antioxydants des autres aliments consommés. Le point 11, le gras. Le gras, c'est pas si méchant. On a besoin de gras, mais de bons gras. Le gras viscéral, contre lequel on lutte beaucoup en général, enfin en tout cas moi, il est aussi là pour protéger nos organes. Donc le gras, c'est pas forcément mal, mais le problème c'est l'excès. Donc oui, aux noix, à l'avocat, aux poissons, surtout les petits, au fromage à pâte dure, aux huiles variées, etc. Le 12e point, c'est l'eau. En fait, l'eau, ça reste le truc le plus important de notre consommation, mais il faut de la bonne eau, de l'eau idéalement qui est filtrée. Moi, j'utilise un filtre qui s'appelle Berkey. Parce qu'il y a beaucoup de microplastiques dans les bouteilles, en dehors du fait qu'effectivement, les bouteilles d'eau, ça pollue une tonne, comme vous le savez. Et par contre, c'est entre 2 et 3 litres d'eau par jour, idéalement, en tout cas sur mon corps, et je trouve que ça fait beaucoup. Dernier point, les compléments alimentaires, il faut arrêter de gober n'importe quoi parce que quelqu'un vous a dit que c'était bien d'en prendre. En fait, il faut faire un test sanguin, et moi, par exemple, après mon test sanguin dans la clinique, j'ai découvert que j'avais un excès de zinc alors que je prends aucun supplément. Et en fait, le truc, c'est que prendre des vitamines dont vous n'avez pas besoin, ça pourrait potentiellement nuire à votre santé. Donc, comme le dit le médecin Christophe de Gégère sur Vlan que j'ai reçu, donc, on ne met pas n'importe quelle essence dans sa voiture, donc il n'y a aucune raison de faire ça avec son corps. Il faut faire un test sanguin, comprendre ensuite quelles sont les vitamines qui nous manquent, puis comprendre sous quelle forme elles sont le mieux intégrées par le corps. Par exemple, la vitamine D fonctionne mieux en gouttes qu'en comprimé. Encore une fois, dans un corps gras. Autre point que je voulais aborder, c'est le microbiote. Alors, on va se le dire, il y a 3 ans, je savais même pas ce que c'était qu'un microbiote et je savais pas que 80% de mon corps était composé de bactéries qui ne sont pas spécifiquement humaines. Je sais pas si vous êtes au courant vous non plus, mais voilà. Et puis j'ai découvert qu'on a fait en fait plusieurs microbiotes. Il y a celui de l'intestin évidemment, mais aussi celui de la bouche, de la peau, etc. En parlant de la bouche, tout commence par la bouche. C'est là que débute la digestion. Et notre bouche, c'est un marqueur beaucoup plus important de notre santé qu'on ne le pense. Ce que j'ai appris, par exemple, dans cette clinique, ça m'a scotché. Moi, j'ai un problème moteur avec ma langue. J'avais aucune idée. Ça me cause des tensions dorsales et des nœuds musculaires assez forts. Et je pense que mes tendinites d'épaule sont profondément liées au mouvement de ma langue. Et cette semaine, je vais voir un ostéopathe qui va pouvoir rééduquer ma langue. Je savais même pas que ça existait. Mais plus que ça, la bouche, ça a un impact sur notre immunité globale. Il y a des problèmes bucco-dentaires qui peuvent générer des maladies incroyables. Typiquement, ça peut contribuer à l'endométriose. Donc évitez par contre les bains de bouche parce que ça massacre toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises. Idéalement, utilisez une lampe à lumière bleue, 5 minutes par jour, et ça fait le ménage de manière sélective. Moi, j'ai acheté le truc, donc en fait, c'est un blanchisseur de dents que vous pourrez trouver un peu n'importe où. Ça sert pas nécessairement que à blanchir les dents, ça projette une lumière bleue, et ça permet de nettoyer sa bouche. Mais le problème, c'est que moi, je ne m'en sers pas assez. Je l'ai acheté, mais je le mets pas de manière régulière, en tout cas pas tous les jours. Mais j'espère bien, en faisant cette vidéo, et puis en faisant cet épisode, que je vais changer ça. Aussi, j'attends une analyse de mon microbiote que j'ai fait dans cette clinique. Je suis super curieux de savoir ce que je vais y trouver. J'ai fait un programme détox, mais la réalité, c'est que, en fait, je le sais, de famille, j'ai trop de cholestérol, j'ai aussi trop de graisse viscérale, donc qui sont des graisses qu'on ne voit pas, mais qui sont importantes. En parlant de graisse, on va parler de sel. Est-ce que vous savez que ça vient littéralement de ça va comment à la selle? En fait, nos ancêtres savaient que nos excréments racontent notre santé par leur couleur, leur odeur, leur consistance. Et par exemple, je vais pas m'attarder, mais si vous avez des traces persistantes dans les toilettes, c'est probablement parce que vous avez mangé trop gras. Donc c'est des choses comme ça et c'est important de le savoir et c'est important de faire attention. Pour en savoir plus, il y a un épisode avec le docteur Donatini que j'ai fait sur le sujet, donc vous pouvez le retrouver. Si t'as pas 1 heure par jour pour ton corps, c'est que tu n'as rien compris à ton corps. Cette phrase, c'est un ami qui me l'a dite il y a 4 ans et ça m'a frappé parce que ça m'a semblé tellement logique, tellement évident que depuis, j'essaye de faire 1 heure d'activité quotidienne, voire même un peu plus idéalement parce que je fais du sport et je marche. Alors, quelques vérités sur le sport.
Alors, je débute d'abord avec la raison pour laquelle beaucoup de personnes se mettent au sport. Non, le sport ne représente que 20% dans la perte de gras. Donc, en fait, ça permet pas vraiment de perdre du gras. Euh, le gras ou la perte de poids, le poids c'est encore c'est un autre sujet, mais c'est plutôt un effet secondaire du sport. Mais les bienfaits du sport, ils sont beaucoup plus intéressants que de perdre du gras. C'est les endorphines antidépressives, c'est les connexions neuronales qui sont améliorées, c'est la circulation sanguine qui est améliorée, le maintien musculaire, un meilleur sommeil, une élimination des déchets, moins d'inflammation, de la souplesse, de l'équilibre. Donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant de gras, faut que vous sachiez que la transpiration n'évacue pas votre graisse. On va se le dire une fois pour toutes, c'est que de l'eau. Donc il faut arrêter de courir sous le soleil en été ou avec un kawaii parce que vous allez vous tuer en fait. Le gras, on l'expire sous forme de CO2. Donc en fait, d'une certaine manière, il sort de notre bouche. Voilà. Donc voilà. Et il peut aussi évidemment être consommé par nos muscles comme une énergie au bout d'un moment, en fonction de l'exercice, en particulier si vous faites du fractionné. Alors la clé dans le sport, c'est quand même de varier les plaisirs. Si vous faites qu'un seul type d'exercice, vous ne sollicitez pas tous les groupes musculaires, vous ne travaillez pas à la fois l'endurance et la force, et votre cerveau, il manque de stimulation par la nouveauté. Et de plus, notre corps, il s'habitue à tout, même à l'effort. Donc, il faut pas juste faire du yoga, juste faire du pilates, juste faire de la muscu, et pas juste faire du dynamo, hein, Jessica? Moi, je nage, je marche, je cours, je fais du renforcement musculaire, j'ai un bureau debout, j'essaie de travailler ma souplesse, mais je devrais le faire plus. Mais notre corps, il est clairement pas fait pour rester assis devant un écran toute la journée, à répéter les mêmes mouvements jusqu'à ce qu'on se blesse, pardon. Et truc super étrange, dans cette clinique de longévité qui est dédiée à la santé, moi j'étais le seul à utiliser quotidiennement la salle de sport et la piscine. On m'a même dit que j'étais l'un des premiers depuis janvier. Et j'ai trouvé ça franchement choquant, parce que dans une clinique qui est dédiée au sujet de la longévité, je trouve ça fou que les gens ne fassent pas de sport. Parce qu'en vrai, ce sont les petits gestes qui comptent quasi plus que tout le reste. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, marcher plutôt que de prendre une voiture pour 3 kilomètres. 3 kilomètres, c'est la distance moyenne parcourue en voiture en ville, hein. Ou utiliser un bureau debout si vous travaillez à la maison. L'idée, c'est pas de tout changer d'un coup, parce que les bonnes résolutions sont généralement vouées à l'échec, parce qu'elles sont trop ambitieuses, mais juste de changer des petits trucs. Et d'ailleurs, en parlant de mouvement, plus que de sport, dans les zones bleues, les personnes qui ont une activité légère, en fait, pardon, les zones bleues, les personnes âgées, elles ont une activité légère quotidienne. Il n'y a pas besoin de devenir un athlète olympique, ça peut être juste de faire un peu de jardinage. Un truc que j'ai aussi appris dans cette clinique, c'est le hack de la respiration. Alors j'étais au courant, mais j'avais pas bien compris. En fait, notre système nerveux sympathique, qui est pas si sympa que ça, en fait, il gère les fonctions automatiques comme la respiration, le rythme cardiaque, la digestion. En fait, il nous prépare à fuir ou à combattre le danger. C'est le fameux fight or flight. Et il est indispensable en cas de danger réel. Le problème, c'est que notre monde hyper connecté, du coup, l'active en permanence, alors qu'en fait, il n'y a pas de véritable danger. Et en fait, ça épuise notre organisme avec des conséquences qui sont délétères. La solution, c'est qu'il faut activer notre système nerveux parasympathique, qui lui est responsable du repos, de la récupération. Et la respiration, c'est notre meilleur outil parce qu'elle calme notre rythme cardiaque, elle apaise le mental, elle améliore la digestion, la concentration et le sommeil. Ça permet aussi de masser ces organes. Et moi, j'ai rencontré Phil, qui est l'entraîneur des champions du monde d'apnée, qui m'a posé cette question, qui tue aussi. Pourquoi commencer sa journée stressée avec son téléphone dans la main alors que 5 minutes de respiration, ça peut transformer ta journée entière? Et pour faire ça, il faut juste inspirer lentement par le nez, dans le ventre, et puis expirer lentement par la bouche. 5 minutes. Et action, moi désormais, je pratique tous les jours. Vraiment, je l'ai encore fait ce matin, avant de toucher mon téléphone. Et me dites pas que vous n'avez pas 5 minutes dans la journée, parce qu'on a tous 5 minutes dans la journée. Le truc que j'ai appris et qui m'a perturbé, que je ne savais pas, c'est que les relations sociales avaient un impact extrêmement important dans notre longévité. En fait, notre société, elle nous a insidieusement invités à nous isoler. Mais encore une fois, l'impact sur la longévité, il est considérable. Dans les zones bleues, en fait, les liens sociaux et l'appartenance à une communauté sont essentiels. En fait, les aînés restent utiles à leur communauté, ils restent aussi connectés. Et ça peut être simplement des petits actes, ça peut être de prendre 3 carottes dans un jardin, mais ça donne un sentiment d'utilité et ça donne du sens à la vie. Donc, pas besoin d'attendre la vieillesse pour y penser. Nos relations, elles diminuent naturellement avec l'âge. Ça commence assez jeune après l'université ou l'école. Donc, faites un effort conscient pour maintenir vos amitiés et créer des nouveaux liens.
Et oui, c'est parfois fatigant de sortir quand il y a Netflix qui vous fait de l'œil, mais vraiment votre cerveau et votre longévité vous remercieront. Alors bien sûr, on fait pas tout en même temps, il faut faire un pas à la fois. Je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est extrêmement important de comprendre que la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint de janvier à février. Parce qu'en fait, on sait tous que quand on s'abonne, par exemple, à une salle de sport en janvier, en gros, on abandonne. Donc parce que quand on essaye de tout changer, en fait, ça mène droit à l'échec en général. On tient pas sur la durée. Et en réalité, le faire 1 ou 3 mois, c'est inutile. Donc soyez pas trop ambitieux, prenez 2 habitudes, intégrez-les progressivement. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour certains, évidemment, et moi y compris, parfois la radicalité est plus simple. Typiquement sur l'alcool, c'est parfois plus simple de dire 0 alcool plutôt que juste un verre. Moi, en tout cas, c'est la décision que j'ai prise à un moment donné, en tout cas pendant 2 ans, parce que sinon on peut vite en boire beaucoup plus. Donc voilà. Après ça dépend de chacun, évidemment. Euh, alors tout ce que je vous ai raconté, bien sûr, on le sait. Le problème, c'est qu'on a du mal à l'intégrer. Mais la beauté du truc, c'est que c'est jamais trop tard pour commencer. Le corps, il est assez plastique pour intégrer des modifications, donc le plus tôt, le mieux. Je vous ai dit en introduction que j'allais vous parler de science-fiction, pas de science-fiction, mais de la médecine. Euh, et en fait, ma récente expérience dans cette clinique m'a révélé des choses qui sont fascinantes. D'abord que j'avais un excès de certains métaux lourds. Que on pouvait avoir des marqueurs épigénétiques, donc on peut connaître les maladies qu'on peut potentiellement développer. Et en fait, ces données personnalisées, elles exposent les angles morts de nos habitudes et peuvent prévenir des maladies futures. Dans l'absolu, ces informations, elles sont super importantes car elles permettent de montrer ce qu'on refuse d'admettre dans nos habitudes de vie et de prévenir des maladies qui sont potentielles. Alors, nous ne sommes pas égaux, nos organismes y fonctionnent tous de manière très différente. Typiquement, je sais que mon cholestérol, en l'occurrence, il est familial, malheureusement, donc je peux pas y faire grand-chose. Mais néanmoins, comme dit précédemment, les principes fondamentaux que j'ai partagés représentent quand même 80% du travail. Et typiquement, mon cholestérol, peut-être qu'il a pas d'impact parce que je fais beaucoup de sport. Je ne sais pas, je vais faire une échographie de ma carotide, en l'occurrence. Et ces conseils, ils sont gratuits et ils sont accessibles. Ça demande juste un peu de temps et de connaissances. Alors cela dit, la médecine, ça avance à vitesse grand V. Aujourd'hui, la thérapie cellulaire permet de reprogrammer, ou en tout cas demain, elle va permettre de reprogrammer les cellules et de traiter des maladies comme le diabète en remplaçant les cellules endommagées. De la même manière, j'en ai parlé tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ça permet de détecter des maladies bien en amont et donc de développer des traitements personnalisés. Et puis, il y a des substances qu'on a longtemps diabolisées, comme les champignons, le cannabis, qui sont repositionnées pour leurs vertus thérapeutiques, en particulier sur les troubles psychiques ou sur les addictions. Et puis, on arrive de plus en plus à cibler les cellules sénescentes, et donc on va pouvoir rajeunir certaines cellules à l'état embryonnaire. J'ai fait un épisode entier là-dessus, si ça vous intéresse. Mais comme une photo, c'est toujours la même chose. Même avec les meilleurs filtres Instagram, si votre photo elle est floue, on va pas réussir à la sauver. Donc, vaut mieux avoir une base saine dès le départ. La science, elle évolue vers la compréhension. On va pouvoir interagir directement et agir sur notre vieillissement. Mais le but quand même, c'est de prévenir, retarder la multitude des maladies chroniques. Et en fait, on est 50% des Français à avoir une maladie chronique. Et ça permet vraiment de prolonger la qualité de vie, en tout cas la durée de vie en bonne santé. Parce que tout ça, à la fin de la journée, c'est quand même le sujet. Encore une fois, c'est pas de vieillir, c'est de bien vieillir, d'être en bonne santé. Moi, j'ai pas envie d'avoir 85 ans dans un lit, ça m'intéresse pas, personnellement. J'ai envie de pouvoir être actif. Euh, Bien sûr, on parle beaucoup des cliniques 100% IA. Moi, ça, j'y crois pas trop. J'ai fait aussi un épisode sur le sujet, je vais pas m'attarder, mais voilà. Donc, en fait, ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode, c'est que vous avez un pouvoir d'action qui est considérable sur votre organisme. Et en fait, il faut considérer sa santé comme un capital à développer et toujours le faire avec l'aide de professionnels qui sont qualifiés. Ça nécessite un diagnostic, un plan personnalisé, pas des conjectures ou de l'automédication. Il y a plein de choses que vous pouvez faire que je vous ai dites qui sont assez simples que vous pouvez bien sûr mettre en place. Mais encore une fois, la longévité, ça n'a de sens qu'avec la qualité de vie. En tout cas, moi, en ce qui me concerne. On va pouvoir sans doute vivre jusqu'à 150 ans demain. C'est pas de la science-fiction, mais la vraie question, finalement, à la fin de la journée, c'est comment vous voulez vivre ces années supplémentaires. La médecine, ça nous offre des possibilités fascinantes, mais les choix quotidiens que vous faites, maintenant, ça détermine si vos dernières décennies, elles seront actives et joyeuses, et moi, c'est ce que j'essaie de faire, ou marquées par la maladie et la dépendance. Donc, je suis pas parfait, je mange
trop, de manière évidente. Je bois souvent un verre de trop. Je zappe parfois le sport. Je commence parfois ma journée avec mon téléphone dans la main plutôt que par la respiration. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque jour, c'est une nouvelle occasion d'être un peu plus conscient de mes choix. Et pareil pour vous. Alors peut-être que vous n'allez pas tout changer, ne changez pas tout surtout, mais choisissez délibérément certains plaisirs au détriment peut-être d'années potentielles. Moi, par exemple, j'ai du mal à couper le chocolat. Et ben voilà. Et c'est respectable et c'est OK en fait. L'important, c'est que ce soit un choix éclairé et pas juste un accident ou de l'ignorance. Donc, faites un truc, une seule habitude que vous changez. Le truc le plus accessible, peut-être les 5 minutes de respiration le matin, peut-être de remplacer du riz blanc par du quinoa, peut-être de marcher plutôt que de prendre votre voiture, ce que vous voulez. Prenez une chose et observez comment votre corps vous dit merci. Et rappelez-vous que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, évidemment. Mais le deuxième meilleur moment, bah, c'est maintenant, tout simplement. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.